France pour cette nouvelle conférence du cycle, de la 21e édition du cycle Un texte, une aventure mathématique, co-organisée par le département Sciences et Techniques et puis nos amis de Animat et la Société mathématique de France. Je rappelle qu'il y a de nombreuses collections scientifiques à la bibliothèque que vous pouvez découvrir dans les 3 salles de lecture ouvertes à tous les publics à partir de 14 ans, y compris le week-end. Bonne soirée. Merci. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Bienvenue en particulier à nos établissements scolaires qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Le lycée Notre-Dame de Bourg-la-Reine, Sophie Germain de Paris, Fénelon-Sainte-Marie de Paris, Montalembert de Courbevoie et Buffon de Paris. Cet exposé est le 3e de la saison 2026 du cycle Un texte, une aventure mathématique. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà ces conférences, elles sont organisées en collaboration par la BNF, la Société mathématique de France et l'association Animat. Merci à la Fondation Blaise Pascal et au magazine Tangente de leur soutien. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Simon Masnou qui va nous parler de Cauchy au réseau de neurones, la descente de gradient et ses variantes. Alors Simon a fait sa scolarité dans un lycée militaire à Saint-Cyr-l'École. Il a passé son bac en 1987, à l'époque où c'était des lettres. Il a passé le bac C. Classe préparatoire à Sainte-Geneviève jusqu'à 89, puis l'école Télécom Paris. Un DEA de maths appliqué à l'ingénierie à l'université Paris-Dauphine dans le début des années 90. Puis ensuite, Simon a passé du temps au Gabon comme coopérant. Il enchaîne avec une thèse, là encore à Dauphine, sous la direction de Jean-Michel Morel, grand spécialiste des images. Puis à un postdoc à l'École normale supérieure de Pise, en Italie, avec Ambrosio. Il a été maître de conférence à ce qui s'appelait par ici, c'est ce qui maintenant s'appelle Sorbonne Université. Puis, il est maintenant professeur à l'Université de Lyon 1 depuis 2009. Simon est spécialiste de traitement des données et plus précisément des images. Ses recherches touchent à beaucoup de choses, le calcul des variations, la théorie de la mesure, la géométrie discrète, l'intelligence artificielle, toute une histoire. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous me voyez, je ne vous vois pas du tout parce que la salle est complètement dans le noir. C'est un peu perturbant, mais on va s'y faire. Merci beaucoup à la Bibliothèque nationale de France, à la Société mathématique de France, à Animat, pour cette invitation à parler d'un texte mathématique, d'un mathématicien, et cette invitation à tracer un chemin entre des recherches qui ont été menées il y a longtemps, 150 ans, presque, oui, c'est ça, plus de 150 ans, et des recherches actuelles. Cette présentation, c'est une présentation où j'ai essayé d'éviter d'entrer trop dans des détails mathématiques. Il y en aura un petit peu inévitablement. J'espère avoir fait en sorte que ce soit suffisamment pédagogique pour que ça reste accessible. Alors, je vais commencer cette présentation en vous posant la question, en nous posant la question, qu'est-ce que l'optimisation ? Donc l'optimisation, vous le savez, elle s'intéresse... Alors par contre, vous ne voyez rien en fait. Parce que moi, je vois mon écran, mais... Donc il faut que je bascule quelque chose peut-être ? Alors, c'est une question de recopie. Vous m'autorisez à tester ? Alors, je parlais aux techniciens, mais... Bon. Je ne peux pas faire glisser dessus.
Ah, recopie pour écran intégré. Ah, voilà, parfait. C'est bon? Très bien. Voilà, donc le titre de cette présentation, de Cauchy au réseau de neurones, la descente de gradient et ses variantes. Donc je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Je souhaitais qu'on se pose la question de ce qu'est l'optimisation. L'optimisation, c'est une discipline qui s'intéresse à la minimisation ou à la maximisation des fonctions. C'est une discipline qui touche à beaucoup de domaines des sciences. Son champ d'application est très vaste. J'ai choisi quelques exemples. C'est forcément voilà, très parcellaire ce dont je vais vous parler, parce que le champ d'application est vraiment extrêmement important. Donc il y a d'abord un champ d'application très vaste qui est celui de l'optimisation de forme. Je vous ai montré ici 2 images qui sont tirées d'articles récents de collègues. La première image concerne l'optimisation de la forme d'une structure de soutien, ce qu'on appelle un cantilever. Et puis la seconde, c'est l'optimisation de la forme d'un pneumatique sans air. Et donc, comme vous le voyez, c'est des questions très pratiques qui amènent des questions à la fois mathématiques et numériques difficiles. Un autre exemple, voici à gauche une forme optimale calculée par un solver qui s'appelle ANSYS, qui correspond à un train d'atterrissage. Et puis vous avez à droite une vraie forme de soutien pour un bâtiment, et ça a été évidemment optimisé pour que le soutien soit le meilleur possible. Et il y a bien sûr des liens avec l'optimisation de forme qu'on retrouve dans... Allô, allô? Là, c'est bon. Un autre champ d'application de l'optimisation, c'est le traitement d'images. Imagerie médicale, imagerie aérienne, imagerie satellitaire, imagerie urbaine, et puis toutes les images qui viennent des appareils photo numériques ou des smartphones ou de tout ce qu'on peut utiliser au quotidien. Donc vous avez ici 2 exemples. L'un qui concerne un problème qu'on retrouve en imagerie médicale, qui est celui de la reconstruction de formes tridimensionnelles à partir de coupes bidimensionnelles. Et puis un autre exemple sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est celui en imagerie biomédicale, qui est celui de la segmentation de cellules. Donc il s'agit, étant donné une image que vous avez à gauche, qui est très... Voilà. Vous n'avez pas de petit pointeur? Bon, sinon je le fais avec ma souris. Ça aurait été bien avec un pointeur sur l'écran, mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Là, vous voyez quand je fais ça? Donc vous avez ici à gauche une image qui est difficile à analyser quand on n'est pas biologiste, et cette image contient des cellules, et l'outil qui a été développé permet justement, j'en parlerai tout à l'heure très brièvement, permet de segmenter automatiquement, et c'est mieux fait que ce qu'on pourrait faire nous, néophytes. Évidemment, des spécialistes peuvent le faire, mais c'est très fastidieux. Là, l'idée, c'est de le faire automatiquement. D'autres champs d'application, le traitement du signal, bien sûr, l'analyse des ondes sismiques, des signaux radars, l'analyse de signaux astronomiques. En chimie, le développement de nouvelles molécules. En logistique, c'était une source d'application extrêmement importante. Comment optimiser l'allocation des ressources, comment, lorsque vous gérez une entreprise de camions et que vous devez faire en sorte que les livraisons se passent au mieux, vous avez des problèmes d'optimisation extrêmement importants. Il y a des problèmes d'urbanisme, d'optimisation des flux de piétons, de voitures, de vélos, d'optimisation urbaine aussi. Et puis, depuis quelques années, l'intelligence artificielle est également un domaine extrêmement fertile pour le développement de techniques d'optimisation, et avec des données qui peuvent être aussi variées que des images, du langage, du son, des vidéos, des formes, etc. Voilà, alors on va d'abord se poser la question concernant l'optimisation. Qu'est-ce que c'est qu'un minimum? Puisque quand on optimise, on veut minimiser ou maximiser. Donc posons-nous la question de ce qu'est un minimum, mais avant, on va se poser la question de la quantité de données qu'on peut avoir à manipuler. Donc on va s'intéresser à des fonctions d'une ou de plusieurs variables. Certains problèmes d'optimisation
dépendent de 10, 100, 1000 degrés de liberté, donc ça va vous donner 10, 100, 1000 variables, voire beaucoup plus. Ça reste raisonnable. En traitement d'image, si vous vous intéressez à un problème d'optimisation qui prend en entrée des images 2D de 1000 par 1000 pixels, déjà vous vous retrouvez avec 1 million de variables. Bon. En intelligence artificielle, les modèles de langage récents, je cite ChatGPT ou Claude d'Anthropic, peuvent avoir jusqu'à 10 puissance 11 paramètres, voire plus, et utiliser plus de 10 puissance 12 données d'entraînement, ce qu'on appelle notamment des tokens, j'en parlerai un petit peu. Je tenais à mettre cette comparaison entre ces différents ordres de grandeur en dessous, 10 puissance 1, 10, 10 puissance 3, 1000. Vous avez ensuite 1 million, 1 milliard, et puis 1000 milliards, et vous voyez, enfin, je trouve qu'en voyant les choses comme ça, on prend la mesure de la quantité colossale de paramètres qu'on a à traiter, de données qu'on a à traiter. Qu'est-ce qu'un minimum? Alors, je vous redonne la définition classique. Un point x étoile est un point de minimum global si la valeur... Donc je m'intéresserai ici, dans cet exposé, uniquement à des fonctions qui sont à valeur réelle, et donc on peut se poser la question du fait d'atteindre un minimum ou un maximum. Si vous avez des fonctions à valeur vectorielle, évidemment, les questions sont complètement différentes. Là, ce sont des fonctions où le domaine de départ on peut avoir des dimensions extrêmement grandes, donc un nombre de variables extrêmement important, et par contre, l'espace d'arrivée, c'est toujours R, et donc on peut comparer les valeurs à l'arrivée. Donc un point de minimum global, c'est un point où la fonction atteint une valeur qui est inférieure à toutes les autres valeurs, inférieure ou égale à toutes les autres valeurs atteintes quand x parcourt le domaine qu'on s'est donné. Et puis un minimum local. Là, en revanche, la situation est un peu différente, c'est-à-dire qu'on s'autorise simplement à être un point de minimum, mais localement. Un peu plus loin, ça peut ne pas être le cas. Donc vous avez ici une situation où vous voyez que les deux points qui sont là, celui-ci et celui-là, si vous regardez les valeurs que prend cette fonction unidimensionnelle que j'ai tracée, elle prend des valeurs qui sont les plus basses valeurs possibles, en tout cas dans le segment de représentation que j'ai choisi. Si vous prenez par contre le point qui est là, le point 0, la fonction semble nulle en ce point, mais elle est nulle. Là, il s'agit d'un minimum local, puisqu'effectivement, je peux trouver un voisinage dans lequel les valeurs qu'atteint la fonction sont toujours plus hautes, mais si je vais un peu plus loin, je passerai en dessous de cette valeur-là. Donc là, j'ai des points de minimum global, ici j'ai un point de minimum local, et là, ces deux points qui sont là, s'agit-il de points de maximum local ou global? Local, bien sûr, puisqu'il suffit que j'aille voir un peu plus loin pour voir que la fonction prend des valeurs plus grandes. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui est frappant lorsqu'on regarde ce graphe-là, donc cette courbe représentative de la fonction, c'est que vous voyez qu'en chacun des points de minimum local ou global, le graphe de la fonction passe par la direction horizontale, soit comme ceci, soit comme cela. Alors, dire ça, ce n'est pas très rigoureux. Est-ce qu'on peut caractériser ça de façon rigoureuse? Bien sûr, lorsque vous avez des fonctions qui sont dérivables, c'est la dérivée qui va vous permettre de caractériser le fait de passer par un minimum. Plus exactement, lorsque vous êtes à un point de minimum, vous pourrez en déduire une propriété de la dérivée. Donc, pour une fonction d'une variable dérivable, donc pour une fonction dérivable d'une variable, A est un point d'extrémum, donc minimum ou maximum local ou global. Ça implique que la dérivée de f en A est nulle. Pour une fonction de plusieurs variables, on aura un point d'extrémum si le gradient de la fonction en A est nul. On n'a pas encore défini ce qu'était le gradient, et ça n'est pas au programme de première ou de terminale, donc je vais redéfinir la notion de gradient, mais revenons déjà sur ce graphe-là unidimensionnel. On voit que, effectivement, en ces points qui sont ici, la tangente à la courbe est horizontale, et donc on va revoir qu'il s'agit bien de caractériser le fait que ça correspond à une dérivée nulle. Très bien. Donc, avant de définir un gradient, je voudrais revenir sur la définition d'une dérivée. Donc, je prends deux points, un point A, un point A plus H, un petit peu plus loin, et je regarde les valeurs que prend la fonction au point A, f de A, et les valeurs que prend la fonction au point A plus H. Donc, je me retrouve avec, dans le plan,
deux points A, F de A, c'est ce point-là, un autre point A plus H, F de A plus H, et je trace la séquente qui relie ces deux points. C'est la droite rouge. Et puis, je vais faire tendre H vers 0. Alors, déjà, première remarque, c'est que j'ai une droite, je connais deux points sur cette droite, je connais leurs coordonnées, je peux donc calculer le coefficient directeur de cette droite. Qu'est-ce que je fais? Je mets au numérateur la différence des ordonnées et au dénominateur la différence des abscisses. Si je prends la différence des ordonnées au numérateur, j'obtiens f de a plus h moins f de a, très bien. Et si je prends la différence des abscisses au dénominateur, j'obtiens a plus h moins a. Ça me donne le dénominateur que j'ai écrit ici, h. J'ai donc un quotient qui est le coefficient directeur de la séquente entre le point AF de A et le point A plus H, F de A plus H. Je vais maintenant faire tendre H vers 0. Donc lorsqu'on fait ça, géométriquement, on voit que la séquente se déplace, et puis, lorsque H sera infiniment petit, j'aurai une droite limite, qui est ce qu'on appelle, vous le savez, la tangente à la courbe. Et lorsque cette tangente existe, alors tangente pas verticale, on dira que la fonction est dérivable, et donc ça signifie que le quotient dont j'ai parlé juste avant, le coefficient directeur de ces séquentes, admet une limite dans R quand H tend vers 0 avec H différent de 0. Donc vous le savez, cette limite, on l'appelle dérivée de f au point A. On la définit comme ceci. Une remarque, je ne suis pas sûr de penser à vous le redire après, mais cette définition-là, cette notation-là, date de Cauchy. La notation limite était utilisée par d'autres, mais cette notation-là limite, le fait de définir la dérivée comme la limite d'un quotient, c'est vraiment quelque chose qu'a introduit Cauchy. Les choses étaient faites un peu différemment avant lui. Donc ça, déjà, une première contribution remarquable qui a irrigué les mathématiques jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette quantité f' de A est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point A, f de A. Et maintenant, que fait-on lorsqu'on a plusieurs variables? C'est là que va intervenir la notion de gradient. Alors, je voudrais, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est une image que j'ai prise en consultant le site Géoportail. Donc c'est des données IGN, et vous avez maintenant la possibilité d'avoir des représentations tridimensionnelles. Vous avez une carte tridimensionnelle. Ça, c'est pas très loin c'est dans le massif de la Chartreuse, pas très loin de Grenoble. Et vous avez ces reliefs, et puis vous voyez sur les reliefs des lignes. Savez-vous à quoi correspondent ces lignes? Donc ce sont les lignes de niveau, ce sont des lignes d'altitude constante. Là, j'ai la représentation tridimensionnelle. Je peux aussi, sur le même site Géoportail, prendre la représentation planaire où je ne représente, c'est pas moi, c'est l'IGN, ne représente donc le relief en mettant un petit peu, c'est un peu grisé pour qu'on ait cette sensation de relief, mais là, c'est vraiment plan. Et on voit bien sur le plan ces lignes de niveau qui sont, comme je l'ai dit à l'instant, et vous le savez, les lignes le long desquelles l'altitude est constante. Eh bien, ce que vous faites là, en regardant des reliefs à la montagne ou ailleurs, vous pouvez très bien le faire avec une image. Donc je vais prendre, avec une fonction, je vais prendre cette image qui est le graphe de la fonction qui a xy, donc une fonction de deux variables, associe x carré moins 1 au carré plus y carré moins 1 au carré. Donc c'est le graphe. Donc cette surface que vous avez dans R3, c'est la surface z égale x carré moins 1 au carré plus y carré moins 1 au carré. Voilà le graphe de la fonction. Mais je peux, comme on l'a fait pour les cartes IGN, représenter dans le plan XY les lignes de niveau de la fonction. C'est ce qui est fait à droite. La couleur est d'autant plus chaude que l'altitude est élevée. Et vous avez exactement l'équivalent de ce que fait l'IGN, sauf que cette fois-ci, on ne parle pas d'altitude, mais on parle d'une fonction de deux variables qu'on a choisies ici. Et vous remarquez une chose. Là, on ne le voit pas sur cet exemple-là, on le verra sur d'autres, mais concernant l'espacement des lignes de niveau. Le choix qui est fait, c'est de prendre une ligne de niveau tous les 10 mètres. Si je suis dans une zone où je monte de façon assez raide, j'aurai des lignes de niveau qui seront très rapprochées. Si par contre je suis dans une plaine,
pour qu'on fasse 10 mètres de dénivelé positif ou négatif, il faut marcher longtemps et donc les lignes de niveau seront beaucoup plus séparées. Donc l'espacement des lignes de niveau, lorsque vous décidez de les échantillonner tous les 10 mètres par exemple, dépend de la pente. Alors tout ça, ça ne me dit pas comment est-ce qu'on définit la notion de gradient. J'y viens. On va, dans le plan qui est là, x, y, en chaque point, se préoccuper du comportement de la fonction uniquement par rapport à la première variable, puis se préoccuper du comportement de la fonction uniquement par rapport à la deuxième variable. Donc on fait une dérivation uniquement par rapport à la première variable, c'est ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à la première variable. Et vous voyez que je me place en un point AB et je veux me déplacer uniquement par rapport à l'abscisse. Donc je fais f de a plus hb moins f de a sur h. Mais sinon, c'est la même définition que pour une fonction d'une seule variable, sauf que là, la seule variable qui varie, c'est ma première variable. Ça donne ce qu'on appelle la dérivée partielle par rapport à la première variable. Alors comme on a défini la fonction comme étant la fonction qui a xy associé f de xy, on va noter cette dérivée partielle d rond f sur d rond x pour indiquer qu'il s'agit de la dérivée partielle par rapport à la première variable. Vous pouvez faire la même chose en dérivant par rapport à la seconde variable. Donc cette fois-ci, vous ne touchez pas à A, mais vous faites seulement varier B, et c'est le même genre de dérivée qu'en dimension 1, mais uniquement par rapport à la seconde variable. Vous obtenez cette fois-ci, en regardant à nouveau la limite de ce rapport, s'il existe, la dérivée partielle par rapport à la seconde variable, et si vous regardez ces deux valeurs, vous définissez ce qu'on appelle le gradient de f au point AB. Donc le gradient d'une fonction en un point, c'est tout simplement, pour une fonction de deux variables, le vecteur a deux composantes, dont la première composante est donnée par la dérivée partielle par rapport à la première variable, et la deuxième composante par la dérivée partielle par rapport à la seconde variable. Bon. En dimension plus grande. Alors quand je parle de dimension, ici, je fais référence au nombre de variables. Donc là, j'ai montré comment on faisait quand on a deux variables, mais si maintenant j'ai 12 variables, on va pouvoir définir des dérivées partielles par rapport aux 12 variables, et on aura un gradient qui sera un vecteur avec 12 composantes. C'est exactement le même principe. Là, c'est important, je travaille toujours avec des fonctions à valeur dans R, évidemment. C'est pour ça que là, ces valeurs-là sont réelles. Et donc mon gradient est bien un vecteur à deux composantes réelles. Mais que représente le gradient? Alors, sur cette image, j'ai représenté les mêmes lignes de niveau que tout à l'heure, alors un peu moins pour qu'on y voit mieux. Donc c'est la même fonction, c'est cette fonction-là dont je vous ai montré le graphe z égale x carré moins 1 carré plus y carré moins 1 au carré. Là, j'avais pris une densité assez importante de lignes de niveau. Pour qu'on y voit un peu mieux, j'ai pris ici moins de lignes de niveau. Qu'est-ce que vous remarquez concernant les gradients? Eh bien, en chaque point, j'ai indiqué la flèche, donc la direction de la flèche donne la direction du vecteur gradient, et la longueur de la flèche donne le module du vecteur gradient, sa norme, son amplitude. Alors c'est légèrement, j'ai mis à l'échelle pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc dans la vraie vie, les flèches devraient être un peu plus courtes, c'est juste pour qu'on voit un peu mieux. Mais vous remarquez une chose qui saute aux yeux, qu'est-ce que c'est? Concernant l'orientation de ces flèches. Oui? Exactement. Toutes les flèches sont perpendiculaires aux lignes de niveau. C'est frappant. Alors, c'est assez logique puisque chaque ligne de niveau, je vous le rappelle, c'est une ligne d'altitude constante. Donc quand vous vous déplacez le long d'une ligne de niveau, vous ne changez pas d'altitude. C'est normal que les variations de la fonction correspondent justement à la direction qui soit perpendiculaire à ces lignes de niveau. Le gradient, c'est ça qu'il indique. Alors, donc il est systématiquement, quand il est non nul évidemment, systématiquement perpendiculaire à la ligne de niveau. Et autre chose, la direction dans laquelle il pointe, c'est la direction de dénivelé positif. Donc le gradient indique la direction de plus grande pente positive. Si vous êtes à la montagne, vous imaginez que, alors évidemment quand vous êtes en montagne, vous êtes sur un relief tridimensionnel. Là, ce dont je parle, je regarde tout au niveau du plan XY par rapport auquel j'ai défini ma fonction. Eh bien, dans ce plan-là, mon gradient m'indique la direction de plus grande pente positive. Donc si maintenant,
je cherche à trouver les minima de la fonction. C'est naturel de se dire qu'on va aller dans la direction opposée, puisque en allant dans la direction du gradient, je sais que je vais monter le plus possible. Si je vais dans la direction de moins le gradient, j'espère descendre le plus possible. Mais évidemment, ça c'est uniquement ponctuel. Eh bien, c'est exactement l'idée d'Augustin Louis Cauchy, qu'il a introduite en 1847 dans son article intitulé « Méthode générale pour la résolution des systèmes d'équations simultanées » qui est paru au compte-rendu de l'Académie des sciences. Et la méthode, c'est une méthode itérative qui consiste à se donner un point de départ. Donc là, je suppose que j'ai une fonction de 2 variables, donc mon point de départ, c'est un point dans le plan XY. Je me donne un pas de descente, et puis je vais construire de façon itérative une suite de points avec cette formule de récurrence, xk plus 1 égale xk moins θ gradient f de xk. Je suis en un point, je regarde le gradient, il est dans cette direction-là, je prends exactement la direction opposée, et je fais un pas de θ, fois la norme du gradient. Donc je me déplace la distance que je parcours, c'est θ fois la norme du gradient, en prenant un θ est positif ici. Ça, c'est la distance que je parcours. Bien sûr, soyez bien attentifs au fait que là, je parle de points et de vecteurs, d'accord ? Très bien. Alors, peut-être, je vais passer une bonne partie de cette présentation à essayer de vous expliquer cette méthode, ses avantages, ses inconvénients, et surtout ce qu'elle a fécondé ensuite. Je voudrais prendre quelques instants pour vous parler d'Augustin Louis Cauchy. Donc, il est né à Paris en 1789, l'année de la Révolution. Il est mort à Sceaux le 22 mai 1857. Études à l'école polytechnique, puis à l'école des ponts et chaussées. Il devient ingénieur à sa sortie des ponts et chaussées. Il travaille à la construction du canal de l'Ourcq, du pont de Saint-Cloud et du pont de Cherbourg. Il commence sa carrière de mathématicien à 22 ans, alors qu'il est ingénieur. Et à partir de 1815, poste à l'école polytechnique, nomination à l'Académie des sciences à la suite de l'éviction de Monge et Lazare Carnot, ça lui a été reproché, poste à la faculté des sciences au Collège de France. Il part en exil après la Révolution de juillet 1830, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Très brièvement, l'objectif n'est pas de passer trop de temps sur sa biographie. Il part d'abord à Fribourg, puis à Turin, puis à Prague. Il revient à Paris en 1839, retrouve l'Académie des sciences et est élu au bureau des longitudes. C'est là qu'il s'intéresse notamment beaucoup. Il s'y intéressait déjà. Beaucoup de savants de l'époque s'intéressaient au calcul astronomique. Et il est nommé à la faculté des sciences de Paris en 1849. Alors, il part en exil. C'est un monarchiste antilibéral et légitimiste. Donc, la révolution de 1830 met à bas la royauté, le royaume des Bourbons. Il part. Il ne peut pas supporter de vivre dans un royaume avec un imposteur, de son point de vue. Il est très catholique, bigot, disent certains biographes. Il participe à la fondation de plusieurs œuvres catholiques, dont des œuvres charitables. D'après ses biographes, sa personnalité et ses qualités humaines ne sont pas ses meilleurs atouts, c'est un euphémisme. Alors, son meilleur atout, c'est son génie scientifique. Il est déjà reconnu de son vivant comme un mathématicien exceptionnel. Il publie au cours de sa carrière au moins 7 livres et plus de 800 articles, avec tellement d'enthousiasme et parfois de précipitation qu'il lui arrive de redécouvrir des résultats qu'il avait publiés mais oubliés. C'est le mathématicien qui a le plus de notions et de théorèmes associés à son nom. Et donc sa méthode, c'est qu'il pose des questions, apporte des réponses, il met à jour des principes et résultats simples et fondamentaux, sans prendre toujours lui-même la mesure de leur profondeur. Les questions qu'il pose et les réponses qu'il apporte auront une influence profonde dans de nombreux domaines. Alors j'ai listé tous ces domaines. Ce ne serait pas possible de décrire précisément tout ce qu'il a fait. Il faudrait y consacrer beaucoup de temps. Je voudrais remercier mon collègue François Lay de l'Institut Camille Jordan à Lyon qui m'a justement communiqué beaucoup de documents biographiques sur Augustin Louis Cauchy qui m'ont été extrêmement utiles. Donc quelques contributions, j'ai mis tout d'un bloc, c'est un peu rébarbatif, mais pour vous donner la mesure des domaines qu'il a étudiés, l'analyse, la théorie des équations différentielles, les fondements de l'analyse complexe, son influence en analyse complexe est colossale,
l'algèbre, la géométrie, les probabilités et les statistiques, l'optique. Donc là, analyse, théorie des équations différentielles, analyse complexe, c'est vraiment dans ces domaines-là qu'il a beaucoup marqué. Voilà, son rôle, il est cité également dans les autres domaines, mais peut-être de façon moins marquante. Là où il est énormément cité, c'est en mécanique des milieux continus. C'est vraiment lui qui fonde la théorie mathématique moderne de l'élasticité. Il y a 16 concepts et théorèmes portent son nom. Donc, si on parle d'analyse complexe, d'équations différentielles, théorème de Cauchy-Lipschitz et de mécanique des milieux continus, vous avez ici un panorama qui est absolument énorme quand vous vous intéressez à l'influence de Cauchy. Il s'intéresse à la mécanique céleste, donc à une époque pré-informatique où on calcule tout à la main, et donc il faut beaucoup d'astuces. Il s'intéresse à l'estimation d'erreurs, il fait à l'approximation numérique, il s'intéresse au calcul des décimales de E, et puis il va très loin, et ça lui plaît beaucoup. Il a fait de l'arithmétique aussi, c'est un peu parsemé dans son œuvre. Le spectre de ses contributions le range parmi les mathématiciens universels, au sens où il a abordé un très grand nombre de domaines. En revanche, curiosité, la méthode de descente de gradient qui est l'objet de cette présentation n'est mentionnée dans aucune biographie. C'est anecdotique dans son œuvre. Il y a un article dessus, il explique, je vais le dire dans un instant, il explique qu'il y reviendra, il n'y revient jamais. Et il a fallu du temps pour que cette méthode, qui est naturelle comme on le verra, soit reprise, utilisée. Mais elle est tout à fait, pour être tout à fait honnête, elle est anecdotique dans l'œuvre de Cauchy parce que voilà, elle n'est vraiment pas citée parmi ses contributions essentielles, alors qu'elle a une influence profonde sur un certain nombre de travaux modernes. Son style, c'est intéressant. Parmi les documents que mon collègue François Lé m'a communiqués, il y a notamment un article d'Horia Sinasser, je trouve extrêmement intéressant sur le style de Cauchy. On parle souvent de sa rigueur. Alors, ce n'est pas du tout à prendre au sens moderne du terme, il n'est pas du tout comme Weierstrass qui après fera des mathématiques de façon beaucoup plus rigoureuse. En revanche, il remet en question il interroge plus exactement les notions qui sont utilisées à l'époque et il propose de nouvelles définitions qui vont extrêmement influencer les mathématiques qui suivront. Il fait appel à l'intuition géométrique sans scrupule, donc ce n'est pas la rigueur moderne. Il y a certaines de ces preuves qui aujourd'hui ne seraient pas considérées comme des preuves. Mais là où c'est intéressant, c'est la démarche qu'il utilise et surtout les notions qu'il propose. Il écrit dans son cours d'analyse en 1821, qui est vraiment une référence, son cours d'analyse qui a été extrêmement influent. Quant aux méthodes, j'ai cherché à leur donner toute la rigueur qu'on exige en géométrie. On se réfère à la géométrie euclidienne, logico-déductive, là est la rigueur, de manière à ne jamais recourir aux raisons, pardon j'ai oublié un S, aux raisons tirées de la généralité de l'algèbre. À l'époque, vous diriez aujourd'hui à des algébristes que ça manque de rigueur, ils seraient à juste titre mécontents. À l'époque, on avait tendance en algèbre à généraliser très rapidement, et ça c'est une démarche qui ne plaisait pas à Cauchy. Il voulait au contraire restreindre le domaine d'application de telle ou telle chose pour dire telle notion est valable dans tel contexte, elle n'est plus valable dans tel autre contexte, et pour ça, ça a compté. Et j'ai juste, parmi les nombreuses phrases que je trouve très intéressantes dans ce texte d'Horia Sinasser, qui compare les travaux de Bolzano et Cauchy. Le mérite de Cauchy est d'ordre heuristique et non conceptuel. Il n'est pas d'avoir formulé rigoureusement les concepts fondamentaux du calcul intégral et différentiel, mais d'avoir réorganisé autour de cette notion de limite, je parlais tout à l'heure de la définition d'une dérivée, devenue ainsi centrale bien qu'imparfaitement définie, l'ensemble des résultats et des notions voisines et distinctes à la fois et dont on savait mal déterminer le lien. Le mérite de Cauchy est d'avoir su offrir une synthèse féconde. C'est pour ça qu'il a été aussi marquant. Alors, un exemple simple de l'apport de Cauchy, qui fait tout à fait écho à ce qu'on voit aujourd'hui au lycée, c'est sa nouvelle définition de la continuité d'une fonction. Euler et les autres mathématiciens de l'époque, à cette époque-là, on n'a pas vraiment une notion claire de ce qu'est une fonction. Une fonction, à l'époque, c'est quelque chose qui est défini par une expression, ou alors qu'on peut développer en somme infinie, mais il y a toujours une expression derrière. C'est justement Cauchy qui va introduire l'idée que peut-être il faut procéder différemment. Donc Euler considère qu'une fonction est discontinue si elle est définie par différentes expressions dans différents intervalles de la variable, comme c'est
expliqué dans un article de Moffic et collaborateurs, et continue si elle admet une seule expression. Donc si vous avez une seule expression, c'est une fonction continue. Si vous avez deux expressions pour définir votre fonction, ce n'est pas une fonction continue. Cauchy fait cette remarque simple. Je prends la fonction, celle-ci, moins x. Enfin, il faudrait que mes bras soient... Enfin, vous voyez quoi, donc x moins x. Donc, moins x si x c'est négatif, x si x c'est positif. Donc, selon la définition d'Euler, elle est discontinue puisque à gauche, j'ai une première expression, à gauche de 0, j'ai une première expression, à droite de 0, j'ai une autre expression. Mais Cauchy fait remarquer que je peux avoir une unique expression pour réunir ces deux formules, c'est racine de x carré. Et donc, elle est à la fois continue et discontinue selon la définition d'Euler et des autres mathématiciens de l'époque. Ça ne va pas. Cauchy propose donc une nouvelle définition de la continuité que je vais vous donner. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, c'est tiré. Je tenais à vous montrer aussi comment écrivait Cauchy, parce que c'est naturel, on le lit. Parmi les objets qui se rattachent à la considération des infiniment petits, on doit placer les notions relatives à la continuité ou à la discontinuité des fonctions. Examinons d'abord sous ce point de vue les fonctions d'une seule variable, soit f de x une fonction de la variable x, et supposons que pour chaque valeur de x intermédiaire entre deux limites données, cette fonction admette constamment une valeur unique et finie. Si en partant d'une valeur de x comprise entre ces limites, on attribue à la variable x un accroissement infiniment petit alpha, la fonction elle-même recevra pour accroissement la différence f de x plus alpha moins f de x qui dépendra en même temps de la nouvelle variable alpha et de la valeur de x. Cela posé, c'est très bavard. Cela posé, la fonction f de x sera entre les deux limites assignées à la variable x, fonction continue de cette variable, si pour chaque valeur de x intermédiaire entre ces limites, la valeur numérique de la différence décroît indéfiniment avec celle de a. Donc aujourd'hui, on utilise des définitions beaucoup plus compactes, un peu plus rigoureuses. Là, il y a une certaine ambiguïté sur la définition. Est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'elle est sur un intervalle? Mais ce qui est très intéressant dans cette définition-là, c'est qu'on retrouve exactement la définition de la continuité qui est enseignée aujourd'hui au lycée. Une fonction est continue en A si la limite de f de a plus h quand h tend vers 0 est égale à f de a. Ça, c'est la définition de Cauchy. Alors, la définition rigoureuse est un petit peu plus sophistiquée que ça. Elle sera ensuite introduite par Weierstrass à partir des travaux de Bolzano. Les travaux de Bolzano et Cauchy sont indépendants. Mais on voit là à quel point ces idées ont été fécondes, les idées de Cauchy. Venons-en à l'article de Cauchy sur la descente de gradient. Alors, je ne veux pas y passer trop de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, son objectif, c'est de proposer une nouvelle méthode permettant, à partir de l'observation d'un astre dans le ciel, de déterminer les équations qui caractérisent son orbite. Je vous ai parlé tout à l'heure de mécanique céleste. Donc là, vous avez une représentation de l'orbite autour du Soleil, donc l'orbite dans le système solaire d'un certain nombre de planètes et puis d'astéroïdes. Et le point de vue de Cauchy, c'est de dire on ne va pas s'intéresser aux équations différentielles, aux équations du mouvement, on va s'intéresser aux équations qui caractérisent ces orbites. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les orbites d'un astre dans le système solaire évoluent au cours du temps. Mais disons, à quelques semaines près, on pourra considérer que c'est une seule et même orbite. Il y a, pour déterminer cette orbite, 6 paramètres en tout à déterminer, parce qu'il faut aussi savoir où l'astre se place sur l'orbite. C'est un problème qui a occupé énormément de mathématiciens, enfin de savants à l'époque, puisqu'ils s'intéressaient à peu près à tout. Il n'y avait pas forcément de séparation entre mathématiques, physique. Ils regardaient absolument tout. Donc, ces équations auxquelles s'intéresse Cauchy dépendent des lois de Kepler. Il y a 6 paramètres orbitaux à déterminer. Et on cherche les valeurs des paramètres telles que les positions théoriques prévues par le modèle. Donc j'ai un modèle avec un certain nombre de paramètres. Je ne connais pas les paramètres exacts. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les bonnes valeurs pour que ça corresponde à ce qu'on observe. Donc il faut que les positions théoriques prévues par le modèle correspondent aux positions observées. Donc, ça donne un système d'équations simultanées. Vous prenez la différence entre les observations, par exemple. U égale 0, V égale 0, W égale 0. Il y a beaucoup d'équations à résoudre. Comme vous voulez annuler toutes ces équations, il les met sous cette forme-là. Il cherche à minimiser la fonction positive qui est la somme des carrés de toutes ces fonctions. Je veux simultanément annuler U, V, W et toutes les autres équations, enfin toutes les autres fonctions. J'en déduis que je peux me ramener à une seule et même fonction u carré plus v carré plus w carré que je veux minimiser.
Évidemment, dans l'idée de tomber sur 0, parce que si je tombe sur 0, ça voudra dire que chaque terme sera nul. C'est ce que je veux. Cette écriture-là fait penser à une méthode qui était bien connue à l'époque, depuis les travaux de Gauss et Legendre, qui est la méthode de l'approche par moindre carré. D'autant plus que là, on peut avoir des phénomènes d'observation bruitée, donc il peut y avoir une petite erreur. Alors je vais parler des moindres carrés parce que ça va faire écho à ce que je vous dirai ensuite sur les réseaux de neurones. La méthode des moindres carrés, c'est vous donnez un modèle, c'est-à-dire une fonction, ça peut être, je sais pas moi, un polynôme, et puis ce polynôme dépend d'un certain nombre mettons un polynôme de degré 3. D'accord ? ax3 plus bx carré plus cx plus d. Donc j'ai 4 paramètres, et puis j'observe des données, et je voudrais trouver les valeurs de a, b, c et d pour que, quand je donne l'abscisse d'un des points que j'observe au polynôme, il me donne une valeur y égale ax carré plus ax cube plus bx carré plus cx plus d qui correspondent à ce que j'observe. C'est ça, la méthode des moindres carrés, c'est des problèmes de régression. Donc ce qu'on va faire, pourquoi on parle de moindres carrés, c'est qu'on veut minimiser tous les écarts entre la valeur y prévue par le modèle que vous vous êtes donné et puis ce que vous observez. Et là, l'idée dans cette somme, c'est que vous connaissez les couples xi, yi, les points que vous observez, modulo quelques petites erreurs, vous les connaissez. Et ce que vous voulez déterminer, c'est juste les paramètres du modèle. Le modèle est fixé, les paramètres sont variables. L'exemple le plus simple de méthode de moindre carré qu'on peut donner, c'est lorsque vous prenez un polynôme de degré 1, donc une droite, donc vous cherchez, c'est la régression linéaire, vous avez des données, et vous cherchez les paramètres A et B, d'accord, donc la pente et l'ordonnée à l'origine, de sorte à trouver la bonne droite telle que, quand je donne l'abscisse d'un des points observés, eh bien, y égale à x plus b va me donner l'ordonnée du point que j'ai observé. Donc j'aurai calibré mes paramètres. Ce qui est très important, je reviendrai dessus quand je parlerai de réseau de neurones, c'est que là, on fixe le modèle. Ici, j'ai par exemple un modèle polynomial. Là j'ai un modèle qui est polynomial très simple, puisqu'il s'agit d'une droite. Mais la méthode des moindres carrés, c'est cette méthode qui consiste à minimiser la somme de ces écarts. Alors, ensuite, j'ai une planche qui est un peu compliquée, mais je ne savais pas trop comment l'éviter parce que sinon on ne comprend rien à ce qui est dans l'article de Cauchy. Donc, je reprends avec la définition de la dérivée. La définition de la dérivée, c'est la limite du taux d'accroissement est égal à f' de a. Ça veut dire que quand h est proche de 0, ce taux d'accroissement, il va être à peu près égal à f' de a, avec une petite erreur. Bon. Donc f de a plus h est à peu près égal à f de a plus h f' de a, avec une petite erreur. Ce que je fais là pour une fonction d'une seule variable, je peux le faire exactement pour une fonction de plusieurs variables. Donc j'évalue la fonction en un point grand X plus θ d, je vais me placer un petit peu plus loin, où θ est un réel, d est un vecteur, et exactement comme ici, on va avoir un terme qui est là, alors qui cette fois-ci va faire intervenir un produit scalaire, puisque je manipule des quantités vectorielles, d, le gradient, le seul produit défini qui me donne un réel, c'est le produit scalaire. Si maintenant je choisis, regardez, puisque j'ai ça, c'est une approximation linéaire. Cette approximation, elle est d'autant plus correcte que je suis très proche de mon point de départ, donc que θ est très petit. Donc si je choisis θ petit et que je pose d égale moins gradient, si vous avez un vecteur u que vous faites le produit scalaire avec le vecteur moins u, vous obtenez moins la norme de u au carré. C'est exactement ce qu'on a ici. J'ai donc f de x moins θ, norme de gradient de f de x au carré. Et vous voyez bien que cette formule-là est vraie. L'erreur que je commets quand je remplace f de x plus θd par cette formule-là est très petite quand θ est très petit. Et vous voyez bien que θ étant positif, si le gradient est non nul, j'arriverai à être strictement inférieur à f de x. L'idée de Cauchy, c'est ça. Je vais vous montrer cette idée dans son article. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, je ne vais pas le décrire en détail parce que... Alors, vous voyez là ou pas? Ah mince. Ok.
Bon, alors, sauf que vous ne verrez pas. Vous voyez rien, là. Si? À peu près. Donc, regardez ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'on a fait. Il définit le gradient. C'est là. dxu, dyq, dzu, ce sont les dérivés partielles. Et il fait le calcul. Qu'est-ce qui se passe quand je pars d'un point et que je perturbe un petit peu ce point par alpha? Eh bien, je vais avoir exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure, cette perturbation qui est ici. Très bien. Alors, une remarque d'abord dans son article, c'est qu'il fait la distinction entre les variables et les valeurs particulières que peuvent prendre ces variables. Et il fait le calcul qu'on vient de faire et il explique que cette formule donnera u moins θ et c'est exactement la norme au gradient, la norme au carré du gradient dont j'ai parlé. Voilà. Il introduit ici la méthode de descente de gradient. Donc là, il commence par dire voilà ce qu'il faut faire quand je travaille avec une fonction u qui est positive et que je veux minimiser. Si maintenant j'ai plein d'équations u égale 0, v égale 0, w égale 0, etc., je me ramène à une somme. Il l'explique un petit peu plus loin, il l'explique ici. Je me ramène à cette somme-là et je vais chercher à minimiser cette somme. Et la technique qu'il a proposée avant est exactement la même. Très bien. Alors je reviens à... Comment je reviens? Bon. Bon, donc il faut que je refasse tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, quelques remarques. Dans son article, il est vraiment très intéressant cet article. Il suppose la continuité de la fonction, mais pas sa dérivabilité, ce qui est curieux. Mais voilà, c'est aussi l'époque où des choses se mettent en place, c'est normal. Un schéma itératif est clairement défini. Il discute le choix du pas de descente, cette valeur θ dont j'ai parlé. La notion de pas optimal est implicitement introduite, c'est-à-dire le meilleur choix possible du pas θ. Il n'aborde pas les conditions de convergence de façon un petit peu floue. Enfin, il en parle de façon très très floue. Il dit oui, ça doit marcher. Il propose d'utiliser une méthode du second ordre qui est due à Newton et surtout pour les développements liés à l'optimisation qui est due à Simpson. Donc cette méthode est très rapide, mais il faut qu'on soit suffisamment près du minimum pour qu'elle fonctionne bien. J'en parlerai un petit peu après. Et il écrit à propos de sa méthode, je me bornerai pour l'instant, c'est au début de l'article, à indiquer les principes sur lesquels elle se fonde, me proposant de revenir avec plus de détails sur le même sujet dans un prochain mémoire, mais il n'y reviendra pas. Alors, je vous propose de tester sa méthode sur un exemple très simple. Voici une fonction qu'on appelle fonction quadratique, x carré plus 10y carré. Vous remarquez que les lignes de niveau ont quelle propriété? Elles sont très allongées. Ce ne sont pas des cercles, ce sont vraiment des ellipses. Et c'est lié au fait qu'on a un facteur 1 devant x carré, un facteur 10 devant y carré. Et je prends un pas de descente qui est 0,07. Et là, ce qu'on observe, c'est que ça marche. Donc le minimum étant 0,0. Hein. Ça marche, mais il ne faut pas être pressé. Hein. Alors là, j'ai accéléré. C'est que là, je suis passé de l'itération 15 à l'itération 40 directement, parce que sinon, je ne voulais pas cliquer 50 fois. Essayons, on peut se dire, mais c'est un problème lié au fait que le pas de descente est pas suffisamment... est trop petit. Bon, alors on va prendre un pas de descente plus grand. Prenons un pas de descente plus grand. Et là, ce qui se passe quand on prend un pas de descente plus grand, c'est que ça marche, mais vous voyez que ça oscille de plus en plus. Il y a une autre simulation que vous pouvez faire, qui est très simple, qui consiste à prendre un pas trop grand, et là, pour le coup, vous avez vos oscillations qui deviennent très grandes, et vous sortez complètement de la zone de votre minimum. Vous allez à un endroit où le gradient est très grand, donc vous repartez beaucoup plus loin, le gradient est encore plus grand, vous repartez il y a une espèce de partie de ping-pong avec des longueurs de balles de plus en plus grandes, et donc ça diverge complètement. Donc on voit que le pas doit être choisi pas trop petit pour qu'on aille suffisamment vite, pas trop grand pour que ça converge. Donc justement, les questions de convergence, en général, contrairement à ce que j'ai fait là, on n'utilise pas un pas fixe,
on adapte localement le choix du pas. Est-ce qu'on utilise un critère d'arrêt ? Oui, souvent la norme du gradient, puisque l'objectif, c'est donc vous avez votre schéma itératif, xk plus 1 égale xk moins θ gradient f de xk. Vous voyez que quand le gradient est très petit, ça veut dire que vous ne bougez quasiment plus. Est-ce qu'on peut prédire si la méthode va converger ? Pas toujours, ça dépend des hypothèses que vous avez ou de la connaissance que vous avez de votre fonction. Et si la suite converge vers A, alors, par passage à la limite, le gradient de f de A est égal à 0, en supposant que vous avez suffisamment de régularité pour que tout se passe bien. Mais est-ce que A est un point de minimum ? Pas toujours, on peut converger vers un point sel. Donc un point sel, c'est exactement ce que vous observez quand vous êtes en montagne. Si vous allez en montagne et que vous passez à un col, eh bien vous êtes à un point où, dans une direction, vous êtes au fond d'une cuvette, mais dans une autre direction, vous êtes au sommet d'une montagne. Un point col, c'est ça, on le voit sur cette figure-là. Donc là, ici, vous avez un point de maximum local. Là, ce qui est en bleu, ce sont des points de minima, même globaux. Et puis, vous avez ici ces points intermédiaires qui sont des points col. Vous voyez que ce point qui est là, lorsque je fais comme ceci, eh bien, c'est au fond de la cuvette. Mais lorsque je fais comme cela, il est au sommet. Et ces points sont caractérisés par cette structure des lignes de niveau que vous avez là. Vous voyez que lorsque vous avez des extrémas, vous avez des lignes de niveau qui sont concentriques. Lorsque vous avez des points sel ou points col, vous avez des lignes de niveau qui ont ces structures en opposition. Alors, l'étude de ces points critiques, c'est-à-dire les points d'extréma, les points col, elle n'est absolument pas anodine. Voici un exemple tiré d'un article qui étudie un des réseaux de neurones utilisés pour des tâches de classification d'images. Ce réseau dépend de millions de paramètres, et donc ils ont choisi de prendre aléatoirement 2 variables seulement parmi ces millions de variables et de tracer le graphe de la fonction qui minimise, la fonction qui sert à entraîner le réseau. Je vais parler d'entraînement de réseau jusqu'après. Et vous voyez, alors c'est régularisé, c'est assez esthétique, mais vous voyez que ce n'est pas très gentil comme fonction. Donc minimiser ce genre de fonction, c'est compliqué. Donc justement, venons-en aux propriétés théoriques de convergence pour l'algorithme proposé par Cauchy. On supposera, nous, que la fonction à minimiser est dérivable. On peut définir un algorithme de gradient avec des hypothèses plus faibles, mais ce n'est pas du tout l'objectif de cette présentation. Et sous certaines hypothèses fortes qui impliquent la notion de convexité, on peut prouver que la méthode de gradient converge vers un minimum avec vitesse de convergence linéaire. Je ne veux pas définir ce qu'est une vitesse de convergence linéaire, ayez simplement en tête que ça veut dire que c'est très lent. Après linéaire, il va y avoir super linéaire, ça c'est bien. Quadratique, c'est encore mieux. Quadratique, au bout d'un moment, ça revient à doubler le nombre de chiffres significatifs corrects par itération. Donc ça va extrêmement vite. J'ai ici, sur ce schéma, représenté 2 exemples de fonctions convexes et un exemple de fonction convexe et un exemple de fonction non convexe. Une fonction convexe, c'est une fonction telle que, lorsque vous regardez le domaine grisé qui est au-dessus de son graphe, ce domaine est lui-même convexe. Et domaine convexe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous prenez 2 points quelconques du domaine, que vous tracez le segment qui relie ces 2 points, le segment est entièrement contenu dans le domaine. Donc là, le domaine qui se trouve autour du graphe de la fonction a cette propriété d'être convexe. Ici, ce n'est pas le cas, puisque je prends ce point-là et ce point-là, je les relie par un segment. Vous voyez bien que le segment sort du domaine. Voici une fonction qui n'est pas convexe, voici une fonction qui est convexe. On voit bien qu'une fonction convexe, on peut étudier facilement l'algorithme du gradient. Quand je suis ici, l'algorithme du gradient va me faire aller par là. Quand je suis ici, l'algorithme du gradient va me faire aller par là. Tout va bien. Quand c'est non convexe, par contre, on peut tomber. Alors, c'est justement un des résultats qu'on peut démontrer aussi. Lorsque la fonction à minimiser est non convexe, on peut montrer sous certaines hypothèses que pour presque tout point de départ, la méthode va converger vers un point critique, pas forcément vers un point de minimum. Donc, la méthode de gradient est simple, mais je voudrais que vous ayez en tête que c'est une mauvaise méthode d'optimisation. Même dans des cas très favorables, elle converge très lentement. C'est ce que je vous ai montré juste avant. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant si c'est une méthode qui ne marche pas très bien ? D'abord, on en parle beaucoup parce qu'elle est naturelle,
parce qu'elle est à l'origine d'autres méthodes beaucoup plus performantes et qu'elle a été fondatrice pour ces autres méthodes beaucoup plus performantes, et parce que tout ce qu'on peut dire sur cette méthode est utile pour comprendre les performances de ces autres méthodes. Et puis, on peut aussi s'intéresser non pas à la minimisation ou à la maximisation d'une fonction, mais simplement au flot de descente, c'est-à-dire simplement cette itération qui consiste à aller dans la direction, faire une descente de gradient, notamment pour des problèmes de régularisation de nuages de points en informatique graphique, où on n'a pas besoin de minimiser. Parfois, il suffit juste de faire quelques pas d'itération, et la méthode de descente de gradient, alors des versions un petit peu améliorées, pour ça peut être extrêmement utile. Ce n'est pas forcément toujours le cas de faire appel à des méthodes sophistiquées. Une petite illustration de la convergence lente. Je vous ai donné déjà un exemple avant, mais voilà un exemple qui est assez emblématique. C'est une fonction typique que vous trouvez dans tous les cours d'optimisation à l'université ou en école. C'est la fonction de Rosenbrock. Alors il y a beaucoup de fonctions test comme ça, qui a cette particularité qu'elle a des parties donc là où le dénivelé est positif, c'est vraiment un dénivelé très très fort. Et puis par contre, il y a une vallée ici qui est extrêmement plate. Mais, donc petite question, quand vous voyez cette fonction-là, est-ce que vous pouvez me dire si elle atteint un minimum, et si c'est le cas, en quel point est-ce qu'elle l'atteint? Donc vous avez la somme de deux termes positifs. Si vous avez la somme de deux termes positifs, on va essayer d'annuler les deux termes si c'est possible. Le premier peut être annulé pour x égale 1. C'est le seul choix possible. Si x est différent de 1, le premier terme sera strictement positif. Et le deuxième terme, pour l'annuler, il suffit que je prenne y égale x carré. Donc si x est égal à 1, je me retrouve avec y égale 1. Et donc j'ai un seul point, qui est le point 1, 1, qui est le point de minimum de la fonction. Et partout ailleurs, la fonction est strictement positive. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que je suis dans cette vallée qui a l'air sympathique, c'est tellement plat que c'est très difficile pour une méthode de descente d'avancer parce que c'est trop plat. Alors on va le voir. Donc je ne peux pas lancer directement. Voilà, parce que maintenant on ne peut plus lancer directement. Tout est pour des raisons de sécurité. Allons-y. Donc c'est cette vidéo-là. Donc là, vous voyez, voilà l'algorithme de Cauchy, avec pas fixe. Hein. Donc on pourrait se dire, bon, ça va un peu lentement, donc on va prendre un pas plus grand, mais il y a des phénomènes d'oscillation qui sont très mauvais, là, parce qu'à un moment, ça se passe mal, et donc il part un peu n'importe comment, parce que le problème, c'est que dès qu'on sort de cette vallée sympathique, tout de suite, on se retrouve avec des lignes de niveau où le gradient est faible, donc il suffit qu'on se décale un peu trop pour tout de suite se mettre à rebondir. Là, on voit très clairement, alors c'est un film en boucle, hein, mais on voit très clairement que la méthode ne marche pas très bien. Et donc j'ai utilisé pour ça un code qui a été développé par deux collègues de Lyon, Roland Denis et Benoît Fabrèche, que je remercie. Est-ce qu'on peut aller plus vite ? Donc voilà un exemple de méthode qui a été introduite beaucoup plus récemment que la méthode de Cauchy. C'est une méthode due à Yuri Nesterov qui date de 1983. L'idée, c'est que on peut essayer d'aller plus vite en couplant la descente de gradient avec un terme inertiel. Donc, pour avoir une bonne idée de ce phénomène-là, imaginez que vous ayez une sphère qui a un poids assez important qui dévale la pente. Du coup, elle va être entraînée par son poids et donc vous aurez un phénomène d'amplification qui va vous permettre de descendre plus rapidement. C'est exactement ça que propose l'algorithme de Nesterov. Alors, le choix de ces paramètres alpha k ici qui intervient n'est pas anodin, hein, ça répond à des calculs précis permettant de voir que c'est le meilleur moyen d'obtenir une vitesse assez rapide. Et puis j'ai utilisé une illustration que je trouve bien, qui a été faite par un collègue, où on voit bien, alors donc c'est pas tout à fait les mêmes notations parce que c'est son illustration, on voit bien que j'ai un terme. Vous voyez la méthode de descente de gradient classique, je ferai x0, x1, x2. Là, je vais un peu plus loin, c'est ça le terme inertiel. Je dépasse un petit peu, comme si je ne pouvais pas m'arrêter à cause de mon inertie. Et là
où j'arrive, c'est là que je fais ma descente de gradient. Et en faisant cela, on a une méthode qui est bien meilleure. Donc allons-y. Voilà. Donc là, j'ai laissé les itérations, mais peut-être que je peux mettre en plus grand pour que vous voyez. Donc, elle n'est pas parfaite, cette méthode. Elle est sensible au choix des paramètres. Et puis, ça reste une méthode du premier ordre. Et il y a des obstacles théoriques à dépasser une certaine vitesse quand on a des méthodes de gradient, de type gradient du premier ordre. Donc, même si ça a l'air d'aller, si ça vous donne l'impression que ça va très vite, il y a par exemple, pour cet exemple précis, des méthodes du second ordre, entre premier et second ordre, les méthodes de quasi-Newton qui marchent bien mieux. Mais vous voyez déjà là qu'en perturbant un petit peu la méthode due à Cauchy, on peut arriver à gagner en vitesse. Et là, il y a aussi des résultats théoriques qu'on peut montrer, disant qu'effectivement, la vitesse théorique qu'on atteint est meilleure. Elle est limitée par le fait qu'on utilise des méthodes du premier ordre, enfin de type gradient. Bien. Alors je m'arrête là pour ces simulations. Je reviens à ma présentation. Et je voudrais en venir justement, parce que j'ai mentionné plusieurs fois ces histoires de réseaux de neurones, je voudrais en venir à cette notion de réseau de neurones pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, j'ai commencé par cet exemple qui a maintenant plus de 10 ans, UNET, qui est un réseau qui a été proposé au départ pour la segmentation d'images biomédicales. C'est exactement l'exemple que je vous ai donné au début de ma présentation. Et c'est un réseau qui a été extrêmement important parce qu'il a été repris dans énormément de travaux de classification, de restauration. Il s'appelle UNET parce qu'il a une forme de U. Je ne veux pas du tout rentrer dans le détail de sa structure. Mon objectif n'est pas celui-là. C'est plutôt de vous montrer la difficulté qu'il y a avec l'entraînement de ce type de réseau parce qu'on a ici un réseau qui a environ 30 millions de paramètres. C'est beaucoup. Donc, ce n'est plus des fonctions d'une variable, de deux variables, de trois variables. 30 millions de paramètres. Déjà, ça change de dimension. Et le fonctionnement de ce réseau, c'est que lorsqu'il est entraîné, il prend une image en entrée, l'image qui est en haut ici, et il sort en sortie une image où chaque pixel a un label. Image, donc pixel qui est dans une cellule ou pixel qui est au fond. Alors, il est capable de distinguer des cellules différentes, mais c'est une labellisation au départ qui est binaire. Alors, c'est possible de prendre des extensions de cette méthode qui permettent de faire une classification non binaire, mais au départ, ça fonctionne comme ça. Et donc, la fonction théorique à minimiser, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme de toutes les erreurs de prédiction sur toute la base d'images d'entraînement. Donc, l'idée, c'est que le réseau doit apprendre à classifier correctement dans une cellule ou pas dans une cellule des pixels de l'image qu'on lui donne en entrée. Bien sûr, il ne peut pas deviner à partir de rien comment on fait. Et donc, l'idée, c'est d'entraîner le réseau pour que ces paramètres soient calibrés de sorte à ce que, une fois l'entraînement terminé, le réseau soit capable de faire, dans la plupart des cas, une classification correcte de chaque pixel qui est dans l'image. Vous pourriez me dire, mais j'ai donc une fonction qui dépend de millions de paramètres que je dois minimiser, et cette fonction, elle est elle-même la somme d'énormément d'exemples que je me donne. Alors, l'exemple d'UNET n'est pas le plus emblématique pour ça, parce que justement, leur base d'entraînement n'était pas énorme. Je parlerai après de modèles de langage, où là, les bases d'entraînement sont absolument colossales, mais quand même, on se retrouve avec des fonctions qui sont la somme, énormément de sommes d'erreurs entre le pixel d'entrée et le pixel de sortie. Et je fais ça sur tous les pixels que je compare. Ça me donne beaucoup de termes. Est-ce qu'on va chercher à minimiser globalement cette fonction qui est composée d'énormément de sous-fonctions ? La réponse est non. On va utiliser une méthode qui s'appelle la descente de gradient stochastique, qui est en fait assez simple à comprendre. Donc c'est une méthode qui est très utile quand la fonction à minimiser, dépendant d'un paramètre, est la somme d'un très grand nombre de fonctions. C'est ce que je viens de vous dire. Au lieu de faire une descente avec le gradient complet de cette somme, donc la somme de tous les gradients, on fait des descentes partielles. Donc on tire au hasard un des indices parmi tous ceux qui sont dans la somme, on fait la descente de gradient
juste par rapport à la fonction que j'ai choisie, et puis on va choisir après une autre fonction et on itère comme ça. Donc ça, c'est la version la plus simple de la descente de gradient stochastique. Dans l'utilisation moderne qui est faite, on a souvent tendance à utiliser ce qu'on appelle des méthodes de batch. Au lieu de travailler indice par indice, ici, on va prendre des groupes d'indices et puis on va minimiser, on va faire une descente de gradient pour la somme des fonctions qui sont dans ce groupe. Groupe, groupe, groupe. Donc quand vous vous intéressez à l'optimisation, à l'entraînement d'un réseau de neurones, vous avez ce qu'on appelle des époques. Chaque époque consiste au balayage de tous les sous-groupes dans cette partition que vous avez faite de votre ensemble de fonctions. Certains réseaux de neurones sont très bien adaptés à la descente de gradient stochastique avec terme inertiel. Donc vous rajoutez un terme comme celui que je viens de vous montrer tout à l'heure pour la méthode de Nesterov. Et on dit de cette méthode qu'elle généralise bien. C'est un terme qu'on entend beaucoup en apprentissage machine. Bien généralisé, ça veut dire que vous entraînez votre réseau de neurones, vous calibrez ses paramètres par rapport à des données d'entraînement, et quand vous lui donnez des nouvelles données qu'il n'a jamais vues, il est capable de bien les traiter. Alors, je me rends compte que ce que je vous dis là est extrêmement obscur, un peu clair, confus, flou. Et donc, j'ai souhaité vous montrer un exemple, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, cet exemple, un exemple interactif de classification. Qui connaît le playground de TensorFlow? Personne. Ah, bon, alors très bien. Ça va, donc vous allez apprendre quelque chose, tant mieux. Alors, le principe est le suivant. Vous avez ici deux images. Dans l'image à gauche, j'ai des points bleus et des points oranges. Alors, en fait, moi, je ne vais pas apprendre la couleur. Ce que je vais apprendre, enfin, je dis je, c'est pas moi, le réseau. Ce que le réseau va apprendre, c'est la probabilité d'être bleu. Donc, si un point est bleu, sa probabilité d'être bleu est 1. Si un point est orange, sa probabilité d'être bleu est 0. Et tous ces points qui sont là, ce sont les données d'entraînement. C'est-à-dire, je fais l'hypothèse que je dispose, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, je fais l'hypothèse que je dispose de données que je sais correctement classifier. Donc là, pour ces points-là, je connais leurs coordonnées et je connais leur label exact, bleu ou jaune. Et donc je donne ces quelques points, il n'y en a pas beaucoup, au réseau. Et ce réseau, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse fonction qui dépend de paramètres. Et je vais modifier les paramètres du réseau pour que justement, sur la base d'entraînement, il soit capable de prendre en entrée les deux coordonnées de chaque point et de me donner en sortie la probabilité que ce soit un point bleu et un point jaune en ne se trompant pas. L'objectif, c'est que les paramètres soient suffisamment bien calibrés pour que, sur ces données d'entraînement, le réseau ne se trompe pas. Et après, on le teste sur d'autres points qu'on rajoute, qui sont des points tests. J'ai juste les coordonnées, j'applique le réseau, ça me donne un label, est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est orange? Et donc c'est ça que fait ce réseau. Alors, je vais vous montrer en ligne comment ça marche. Voyons un peu la structure de ce réseau, parce que quand on commence à parler du net, quand on commence à parler de ChatGPT, quand on commence à parler des grands modèles de langage, alors UNet c'est très simple par rapport aux modèles de langage modernes, mais disons tout de suite on a des structures qui sont énormes, compliquées. Là la structure est relativement simple, donc il y a plusieurs structures possibles que vous pouvez choisir. Ici, je vais par exemple regarder ce qui se passe quand... Donc là j'ai mes données d'entrée, les coordonnées d'un point, et puis je vais avoir ce qu'on appelle 3 couches cachées. Sur chacune de ces couches cachées, je vais mettre 4 neurones. Les neurones, c'est ces disques verts. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Eh bien, je vais définir maintenant comment est défini le neurone dans le playground de TensorFlow. Et puis, après les couches cachées, j'ai une sortie. Et donc, l'idée du réseau, c'est en entrée, vous lui donnez les coordonnées d'un point. En sortie, il vous dit la probabilité pour que ce soit un point bleu, c'est 78%. Bon, ça doit probablement être un point bleu. Très bien. Alors, justement, prenons ce neurone-là. Ce neurone-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, il y a des flèches rouges, il y a 4 flèches rouges qui arrivent à ce neurone, c'est les flèches qui viennent d'ici. Donc, chacun des neurones est connecté, là c'est ce qu'on appelle un perceptron multicouche,
complètement connectés. Donc chaque neurone qui est là est connecté aux sorties qui sont ici. Et donc ces sorties sont des scalaires, ici dans cet exemple précis. Donc le neurone reçoit 4 valeurs qui sont là. Pour chacune de ces valeurs, il la multiplie par un coefficient, il fait la somme et il rajoute ce qu'on appelle un biais. Donc ça veut dire que ce neurone-là, il dépend de 5 paramètres. 4 coefficients multiplicatifs pour les sorties ici, un biais, et puis on compose, donc ça c'est une application affine. Cette application affine, et ça c'est extrêmement important dans les réseaux de neurones, on la compose avec une fonction non linéaire qui est ce qu'on appelle une fonction d'activation. Ça fait vraiment référence à l'activation des neurones qu'on a dans le cerveau qui justement soit sont activés, soit ne le sont pas, et c'est des activations qui sont non linéaires. Une fonction d'activation, il y en a plein. Une fonction d'activation qui est beaucoup utilisée parce qu'elle est simple, elle a des défauts, mais elle a aussi beaucoup de propriétés très intéressantes. C'est ce qu'on appelle la fonction ReLU, pour Rectified Linear Unit, qui est juste la fonction nulle en dessous de 0 et la fonction identité au-dessus de 0. Donc c'est 0 et x. Alors vous pourriez me dire, mais donc, ça veut dire que je ne vois jamais, je vais forcément saturer, je ne vais jamais pouvoir récupérer des valeurs négatives avec ça. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas éliminer toutes les valeurs négatives? C'est simple. Si j'ai besoin de valeurs négatives et qu'elles soient propagées, en tout cas de conserver l'information associée aux valeurs négatives, il suffit ici que j'utilise des paramètres qui sont négatifs. Je multiplie moins par moins, ça me donne plus, et ça passe. Et donc je vais garder cette information-là. Donc ça, c'est pour l'action, et puis tous les autres neurones fonctionnent pareil. Ces 4 neurones qui sont là, eux vont juste recevoir 2 informations, mais c'est exactement le même genre de processus. Au lieu d'avoir une somme avec 4, vous aurez une somme avec 2, mais c'est pareil. Alors voyons maintenant ce qui se passe en sortie. Donc à la sortie, vous avez une couche de sortie affine. Simon, oui. Dans 5 minutes, la sécurité nous met dehors. C'est vrai? C'est vrai. Ça finit à 20h pile, et là, il est presque 20h, donc il va falloir conclure assez rapidement. Ah oui, je suis très bavard, alors. Ok. Bon. Oh, je ne pensais pas être aussi bavard. Oui, en fait, bon. Je fais vite. Couche de sortie affine. Donc c'est la même chose qu'avant, sauf qu'il n'y a pas la fonction d'activation. Ce réel est transformé en probabilité. Et puis on va comparer à l'entraînement cette probabilité avec la probabilité que je connais, puisque j'ai des données qui sont labellisées, d'être un point bleu. Très bien. L'entraînement global consiste à modifier les paramètres du réseau pour minimiser les erreurs de classification des données d'entraînement. Et là, il se trouve que pour ce réseau-là, on utilise exactement la méthode de Cauchy. On n'a pas besoin de faire quelque chose de plus sophistiqué. Le réseau est très simple. Ça marche très bien. Donc, alors, je le connecte, voilà, je vais le faire ici sur cet exemple. Donc là, vous voyez, ça, ce sont les données d'entraînement. Là, je montre les données test. Et puis, je vais prendre d'abord une situation très simple où j'ai juste une couche cachée avec un neurone. Et donc, on va essayer de faire la classification en calibrant les paramètres de façon à ce qu'ils puissent, à partir juste des coordonnées du point, donner le label en l'entraînant sur ces points qui sont ici. Alors allons-y. Et vous voyez que donc vous avez 2 courbes ici, ce qu'on appelle la training loss, donc la fonction qu'on minimise, qui est la fonction d'entraînement. Et puis vous avez la test loss, où là vous testez sur les points que vous n'avez jamais vus. Donc, mais pour l'entraînement, c'est cette deuxième courbe. En fait, est-ce que ça marche là? Bah non, pas du tout. Évidemment, c'est normal puisque j'ai un seul neurone, j'ai donc modulo ma fonction non linéaire, j'ai juste une affinité, et donc je vais juste faire une partition linéaire de mon espace. Je ne peux pas obtenir une classification. Alors vous pouvez, là je vais prendre ReLU comme je l'avais proposé dans mon... Mais le principe est exactement le même. Alors, si maintenant je rajoute, je le fais comme dans ma construction, je mets 3 couches cachées, c'est trop, hein, c'est pas la peine d'en prendre autant. Mais allons-y pour l'optimisation. Et là, très rapidement, il arrive à avoir une fonction à minimiser pour l'entraînement qui est quasiment nulle, et il généralise très bien, c'est-à-dire quand je lui donne d'autres points qui ont à peu près la même structure, il est à partir de leurs seules coordonnées capable de me dire
quel est leur label. Donc évidemment, la fonction a fait une partition du plan. Il y a un point, puisqu'il me reste peu de temps, qui est très important, comparé à la méthode des moindres carrés, à la régression, c'est que là, la structure des réseaux que vous allez utiliser va évidemment conditionner le type de résultat que vous allez obtenir, mais l'entraînement, en quelque sorte, va choisir une représentation des données, va choisir une façon de... L'entraînement va adapter votre réseau aux données qui sont observées. Vous ne prescrivez pas un modèle figé où il y a juste quelques paramètres à régler. Ce modèle, s'il est très grand, il a beaucoup de souplesse et de latitude. Alors j'arrête, je reviens. J'avais plein de choses à dire encore, c'est pas grave. Grand modèle de langage, j'aurais pu en parler longtemps. Donc, faisons vite. Cette fois-ci, les données que vous avez ne sont pas des coordonnées, ce sont ce qu'on appelle des tokens. Alors, un token, ce n'est pas un mot, c'est un bout de mot, ça dépend. Donc, l'idée, c'est par exemple le génie mathématique de Cauchy. Vous pouvez tester, il y a des tokenizers online. Donc, ça va transformer en entité. Donc, pour les mots fréquents, un mot fréquent est un token entier, mais souvent les mots vont être décomposés. L'avantage de décomposer, c'est que ce sera beaucoup plus compact en termes de représentation. Et vous pouvez utiliser des mêmes tokens pour plusieurs langues. Et donc, une fois que vous avez découpé en tokens, vous associez à ces tokens des coordonnées dans un espace adapté. Donc ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et puis après, l'idée de ces grands modèles de langage, c'est que, en partant d'une suite de tokens que vous lui donnez, il est capable, en regardant un contexte qui peut être un peu grand, il est capable de prédire le token suivant. Et puis le token suivant, une fois qu'il est prédit, il le remet dans la boucle et il itère comme ça jusqu'à ce qu'il prédise le token fin de paragraphe ou fin de phrase. Très bien. Sauf que là, surtout pour les modèles de langage actuels, il y a une quantité colossale de paramètres et de données d'entraînement. 10 puissance 11, 10 puissance 12, données d'entraînement 10 puissance 12, 10 puissance 13, c'est absolument monstrueux. Et donc pour ça, on a recours à une autre méthode. 2 minutes 1 minute. Wow. Donc Adam, c'est une autre méthode d'optimisation. Voilà. Je voulais vous parler de flow gradient parce que c'est une des idées qui est très naturellement liée à la méthode de Cauchy. En fait, j'étais trop bavard au début, c'est ça. Donc, le principe de flow gradient, c'est que vous prenez votre méthode ici, vous divisez par θ, puis vous faites tendre θ vers 0. Et ben, vous allez obtenir à la limite une équation, qui est ce qu'on appelle l'équation de flow gradient. Il y a depuis quelques années, depuis 20-30 ans maintenant, énormément de travaux sur l'identification de structures de flow gradient, parce que c'est extrêmement utile pour l'étude théorique d'équations aux dérivées partielles. Très nombreux travaux sur l'approximation numérique de flow de gradient. Je vous montrerai un exemple s'il y a des questions. Voilà. Et j'avais quelques remarques. Je vais juste vous donner les 2 messages importants. Il existe un très grand nombre de méthodes d'optimisation. Je vous en ai présenté très peu. Et le message le plus important, c'est qu'il n'y a pas de meilleure méthode d'optimisation. Ça dépend complètement du problème que vous regardez. Et pour certains des problèmes que j'ai regardés, par exemple cette histoire avec la fonction de Rosenbrock, il y a d'autres méthodes d'optimisation, par exemple les méthodes de Casil-Newton, qui sont beaucoup plus efficaces. Conclusion, l'analyse et le développement des méthodes d'optimisation est un domaine très actif. Les ramifications théoriques et numériques sont vraiment nombreuses. Que de chemin parcouru depuis l'article de Cauchy en 1847. Je vous remercie pour votre attention.